Bonjour Monsieur Chevrier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le réchauffement climatique. Je suppose que vous allez nous faire découvrir ce sujet sous un autre angle que les médias et les responsables politiques n'abordent pas. Oui, alors effectivement, le réchauffement climatique, tout le monde en parle, les journaux depuis très longtemps, mais dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, c'est le mensonge par omission, c'est-à-dire que on focus sur un aspect du problème et on ne parle pas des vraies raisons du problème. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous présenter un aspect qui n'est jamais abordé, et parce que si c'est pour dire la même chose que les autres, c'est pas la peine qu'on fasse une vidéo. Donc on va regarder ça, vous allez voir que le réchauffement climatique a des raisons qui sont bien différentes de celles qu'on nous présente. Alors le réchauffement climatique, c'est quoi? C'est la production de gaz à effet de serre en quantité supérieure à ce que la Terre peut naturellement absorber. C'est donc ce différentiel qui provoque une élévation de la température. Pour moi, il y a deux causes. Un, la surpopulation, et ça personne ne va en parler. Deux, le gaspillage des énergies fossiles, où là aussi, c'est le silence total. En l'an 1 de notre ère, le nombre des êtres humains était de 300 millions sur la Terre. En 1800, la population est passée de 300 millions à 1 milliard. C'est-à-dire qu'il a fallu 1800 ans pour augmenter de 700 millions d'habitants. En seulement un siècle, nous avons pratiquement, de 1800 à 1900, nous sommes passés de 600 millions supplémentaires, c'est-à-dire on est passé à 1 milliard 600 millions. En 2020, c'est-à-dire qu'en 120 ans, nous sommes passés de 1 milliard 600 millions à plus de 8 milliards aujourd'hui. Donc, pour vous donner un exemple très concret, l'Inde, en 1900, qui comprenait le Pakistan et le Bangladesh, tout ça c'était l'Inde, après ça s'est séparé en 3 États indépendants, comptait en 1900 238 millions d'habitants. En 2020, ces 3 pays totalisent 1 milliard 785 millions. Donc il faut imaginer que pour nourrir ces 1 milliard 785 millions, il faut beaucoup de vaches, beaucoup de poulets, beaucoup de trucs qui, évidemment, dégagent un grand nombre de gaz à effet de serre. Et c'est la raison principale, il ne faut pas se le cacher, de l'augmentation, de l'élévation de température. Alors là, on va passer à la deuxième cause, le gaspillage des énergies fossiles. Les États-Unis, qui comptent moins de 5% de la population mondiale, c'est environ 4%, consomment à eux seuls 20% du pétrole depuis 100 ans. Chaque année, ils consomment des quantités énormes. En ce qui concerne le pétrole seul, j'ai voulu faire uniquement cette approche sur le pétrole. De 1900 à 1950, le monde a brûlé 154 milliards de barils. En 20 ans, de 1950 à 1970, 253 milliards. C'est-à-dire que là, on a plus que pratiquement doublé ce qu'on consommait en 50 ans, on l'a consommé le double en 20 ans. Et de 1970 à 2020, donc là en 50 ans on est comparable, on a consommé 1 milliard 433 milliards de barils de pétrole. Les réserves estimées au départ du siècle étaient de 3 600 milliards de barils. C'est-à-dire qu'entre 2018 et 2020, on a passé le pic, c'est-à-dire qu'on a consommé la moitié de ce qu'il y avait des réserves. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces réserves fossiles, elles ont mis entre 50 millions et 300 millions d'années pour se constituer. Donc on n'est pas prêt
d'avoir de nouvelles réserves de pétrole. Il en reste bien sûr quelques-unes à découvrir sous le pôle Nord ou éventuellement sous l'Antarctique. En principe, il y a des accords pour qu'on ne touche pas au pétrole qui est sous l'Antarctique. Et donc aujourd'hui, nous consommons, on peut dire même nous brûlons, 102 millions de barils de pétrole par jour. Ce qui représente à peu près 37 milliards de barils par an. Et quand on fait le calcul, moi j'ai fait le calcul, je peux me tromper, mais j'estime qu'il nous reste 49 années de pétrole devant nous sur la base de 102 millions. Mais ça, on peut faire confiance à tous ceux qui nous dirigent pour que, certainement, ça sera beaucoup moins que 49 ans, parce que 102 millions, on ne va pas rester à 102 millions, on va monter très rapidement à 130 et 140 millions de barils par jour. Il faut penser que des gens comme l'Inde, 1,5 milliard d'habitants, bientôt se mettent à rouler en voiture, etc. Ça va être des consommations phénoménales. Alors, là, on va passer à un autre problème qui n'est pas abordé par nos médias, que j'ai intitulé « Le gaspillage organisé ». Le gaspillage organisé, c'est le tourisme de masse, une énorme consommation pour des raisons futiles. Les avions, un décollage par minute dans des centaines d'aéroports dans le monde. 47 000 avions dans le ciel. Le nombre d'avions va doubler d'ici 2040. Vous voyez, personne ne se pose la question: est-ce qu'il faudrait diminuer la consommation pour qu'on ait un peu plus longtemps de pétrole devant nous? Non, on prévoit de doubler le nombre d'avions. En 2003, 1,850 milliard de passagers. En 2012, 3 milliards de passagers. En 2023, 4 milliards. Et on continue comme ça. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que les avions brûlent du kérosène. Un Boeing 747 brûle 13 000 litres de kérosène à l'heure. Ça représente à peu près 10 tonnes, puisque la densité du kérosène est beaucoup plus faible que celle de l'eau. Et donc, on est simplement là sur une application. Comment s'effectue, pour quelles raisons tous ces avions sont dans l'air? Eh bien, principalement pour transporter des retraités qui habitent à Francfort, pour les emmener à Bangkok pour faire une semaine de vacances, pour les amener à Djerba en Tunisie, etc. On est dans l'irresponsabilité la plus totale. Mais le pire, c'est pas tellement les avions. On aurait pu limiter, dire bon, donnons des places d'avion pour des raisons sérieuse, pas pour gaspiller, mettre des milliers de personnes dans les avions. Non, ça c'est quelque chose. Mais alors le pire, vous allez voir, c'est les bateaux de croisière. Alors les bateaux de croisière, là c'est pareil, personne n'en parle, mais quand je vais vous soulever l'aspect que ça cache, c'est quelque chose d'incroyable. Les bateaux de croisière, ce sont des véritables petites villes flottantes qui consomment la particularité de consommer du fioul lourd. Donc ils ne consomment pas du gasoil comme on pourrait l'imaginer, c'est du fioul lourd. Qu'est-ce que c'est que le fioul lourd? Moi je connais ce produit, c'est une espèce de goudron qui ne peut pas être utilisé à température ambiante. Il faut le chauffer pour le transporter. Si vous le mettez dans une citerne qui n'est pas chauffée, ça devient de la matière solide et donc vous ne pouvez pas le brûler. C'est un produit terrible au niveau de la pollution. Vous allez voir les chiffres, c'est incroyable. Les paquebots utilisent du fioul lourd 2000 fois plus polluant que le gasoil utilisé par les voitures et les poids lourds. 2000 fois plus polluant. Un paquebot à quai, normalement, les moteurs ne tournent pas. Ben ça, c'est une erreur. Ils tournent pour fabriquer l'électricité, parce que dans toutes les pièces, il y a l'air conditionné. Donc, imaginez ce paquebot, c'est une petite ville, 3 000, 5 000 passagers, 1 000, 2 000 personnes qui travaillent là-dedans. Et donc, il y a des énormes moteurs qui produisent de l'électricité 24 heures sur 24. Donc, un paquebot qui produit des rejets dans l'atmosphère équivalent à 30 000 voitures diesel et 200 000 quand il est en mer. Vous voyez ?
Alors, par exemple, je vous parlerai après de la ville de Marseille parce que j'y étais il y a quelque temps et là, j'ai pu constater sur place un peu ce qui se passe. Alors, en 20 ans, le marché mondial a été multiplié par 5. Vous voyez un petit peu l'irresponsabilité parce qu'il faut faire du fric à n'importe quel prix. On va parler du réchauffement climatique, mais ça serait tout simple de dire, voilà, on interdit le fioul lourd sur les bateaux de croisière, qu'ils s'équipent avec du gasoil, et là, on va éviter tous les cancers, toutes les maladies de tous les gens qui sont autour de ces quais. Eh bien, il y a dans le monde 278 paquebots qui promènent 30 millions de clients par an. 55 compagnies se partagent ce gâteau. 144 nouveaux bâtiments seront construits d'ici à 2027. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas la connerie. Il en faut toujours plus. En Europe, rien qu'en Europe, parce que les Américains ont le pompon au niveau des croisières pour tourner autour des Canaries, autour de toutes les îles, vous savez. Eh bien, en Europe, 94 bateaux émettent 10 fois plus d'oxyde de soufre que l'ensemble des 260 millions de voitures composant le parc européen. 10 fois plus d'oxyde de soufre que toutes les voitures de l'Europe. Simplement, c'est 94 paquebots qui tournent autour de l'Europe, qui font des ronds en Méditerranée, etc. Alors, à Marseille, un exemple. Les 57 bateaux de croisière qui ont fait escale en 2017 sont des chiffres officiels, ont émis 4 fois plus d'oxyde de soufre que tous les véhicules circulant dans cette ville. Vous voyez ? Il reste à quai quelques jours, pas très longtemps, puisque c'est histoire de faire la visite du coin, quelques musées, etc. Il n'y en a eu que 57. Mais il prévoit. Alors, il est prévu qu'on équipe ces bateaux de croisière au gaz. Seulement, voilà, le fioul lourd, il y a des équipements pour l'amener sur les bateaux. Parce que les quantités sont énormes. Vous ne pouvez pas arriver avec des camions, citernes, pour remplir le bateau. Ça, c'est exclu. Il faut carrément qu'il y ait des pipelines chauffés qui envoient le fioul lourd par des quantités énormes. Quand ils se mettent à quai, c'est pour faire le plein. Et donc, ça, c'est un exemple. La ville de Marseille, il est évident que tous ceux qui habitent à côté des ports ont des problèmes respiratoires, ont des problèmes de santé. Ça, la ville de Marseille n'en parle pas. Les écolos, ils sont absents. Voilà. Mais les gens qui, eux, habitent à côté du port, eux, ils le savent. Eux, ils le respirent. Et vous avez cette fumée qui est bien noire, qui est bien particulière. Et quand les bateaux démarrent pour faire la manœuvre, je peux vous dire que vous avez le nuage noir au-dessus. Et ce qui est surtout d'intéressant, c'est que tous ceux qui sont à bord de ces bateaux ne savent pas que pendant les 8 jours, ils vont respirer ces oxydes de soufre. Vous voyez, et tous les autres, je prends l'oxyde de soufre, mais il y en a d'autres, des particules. Alors ça, c'est pour les bateaux de croisière. Mais il y a une autre partie qui est quelque chose d'énorme, c'est tout ce qui est... Vous voyez, il y a les défenseurs de la mondialisation. Bon, moi, vous savez que je suis contre ce truc-là. Moi, je suis pour la consommation locale. On produit des tomates à Sarlat et on les vend à Souillac. On va pas... Les trucs, on les consomme à Sarlat. Eh bien, là, en l'occurrence... On fait fabriquer des vêtements en Chine, on fait faire des bicyclettes en Inde, etc. Et ce sont évidemment des porte-containers qui transportent tout ça depuis environ 40 ans. Alors un porte-container, c'est quelque chose d'inimaginable. Parce que lui aussi, il fonctionne au fioul lourd. Évidemment, c'est moins cher puisque personne n'en veut. Donc ça, on vous en fait cadeau puisque c'est les déchets, si vous voulez. Quand on raffine l'essence, le gasoil, etc., c'est toute la merde qui reste et on peut la mettre il faut trouver des clients. Un porte-container, selon sa capacité, brûle entre 140 et 300 tonnes de fioul lourd par jour. Vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Inutile de vous dire que ce coût énorme de consommation fait que les voyages sont calculés, programmés. Il n'est pas question qu'un porte-container reste plus que 24 heures à un port pour décharger, recharger, etc. Tout est millimétré.
Et donc, le transport, pour faire quoi? Pour transporter des marchandises qui sont fabriquées à l'autre bout du monde. Et à qui ça profite? Bien sûr, à tout le lobby financier qui, eux, font à chaque fois au passage, eh bien, on achète des roupies et on achète des dollars, etc. Et tout passe par les banques. Donc voilà une des raisons pour lesquelles, depuis 40 ans, on pollue. Et tout ça, évidemment, se traduit par une augmentation de la température. Maintenant, on va aboutir sur les conséquences de tout ça. Alors, ce que les gens n'imaginent pas, puisque c'est surtout d'ailleurs nos dirigeants qui devraient s'en préoccuper, je vous ai dit qu'il nous reste à peu près 49 ans devant nous. 49 ans, on se dit « oh, c'est loin, on a le temps ». Non, il faut bien penser que ceux qui ont les réserves de pétrole, qui produisent le pétrole, dans 30 ans, ou peut-être moins, le pétrole, ils vont le garder pour eux. Parce que un pays comme l'Arabie Saoudite, j'y suis allé plusieurs fois pour des voyages d'affaires, c'est un pays qui ne peut pas vivre, c'est un pays qui est invivable s'il n'y a pas l'air conditionné. Or, l'air conditionné est produit par l'électricité, et en Arabie Saoudite, ils produisent l'électricité à partir du gaz et du pétrole, dans les proportions qui sont indiquées là. C'est-à-dire que l'électricité est fabriquée à 60% par le gaz et 40% par le pétrole. Vous pensez bien que ces gens-là, dans 25 ans, quand ils vont voir qu'ils arrivent à la fin des nappes, ils vont se dire, attention, c'est du 45 degrés à 50 degrés à l'ombre la plupart des mois de l'année. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juin, c'est ces températures-là jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et donc, vous ne pouvez pas être dans les hôtels, vous ne pouvez pas être dans le truc. Donc, ils vont forcément garder ce truc-là. Donc, 30 ans, pour un pays, c'est très vite, c'est très court. Donc, il faut s'attendre à ce que nous allons vivre. Moi, je ne le verrai pas, mais vos enfants le verront, à un monde sans pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de kérosène pour les avions. Ça veut dire plus de gasoil pour les bateaux, parce que là, j'ai parlé des gros bateaux de croisière qui consomment le fioul lourd, mais il y a également toutes les marinades où vous avez des bateaux, des petits yachts, des vedettes, tout ça, qui est 14 mètres à 21 mètres, après les yachts de 21 mètres à 40 ou 50 mètres. Tous ces bateaux-là consomment, selon les modèles, entre 200 litres de gasoil à l'heure jusqu'à 1000 litres de gasoil à l'heure. Alors, on prend le bateau, on le quitte Saint-Tropez pour aller sur une petite île et puis on revient. Et là, hop, on en a consommé 1000 litres, vous voyez, pour un petit bateau. Si c'est un peu plus gros, c'est un peu plus. Voilà à quoi, actuellement, on gaspille tout ça. Mais où ça devient sérieux, c'est que quand il n'y aura plus de gasoil pour les camions, inutile d'aller faire ses courses à Rungis. Parce qu'il n'y aura pas de semi-remorques qui vont partir du sud de l'Espagne pour livrer des tomates à Rungis. Donc les gens qui vivent en ville, il va falloir qu'ils se mettent à la campagne et à cultiver leurs carottes. Donc plus de gasoil pour les tracteurs agricoles, ça va être du sérieux. Vous voyez ? Comment est-ce qu'on va faire quand vous avez, dans la plupart des fermes, le fermier avec sa femme qui cultive 100, 150 hectares, tout seul avec le matériel. Quand il n'y a plus le matériel, parce qu'il n'y a pas seulement que les tracteurs, il y a le matériel qui va avec, et bien là, ça va être le retour à la pioche, à la binette. Vous voyez ? Parce qu'on ne va pas se retrouver du jour au lendemain sans gasoil, mais on va passer par des étapes où les prix, de toute façon, vont être complètement dissuasifs. Et puis ensuite, on arrivera où là, il n'y aura plus rien. Et donc, plus d'essence pour les voitures, bien entendu, et surtout, retour au chauffage au bois. Alors là, on sera dans le système voulu par les écolos, c'est-à-dire que là, on sera sur des biens de consommation durable, parce qu'il y a la forêt, on va chercher. Seulement, oui, on pouvait, en 1750 ou en 1800, se chauffer au bois dans des maisons comme celle-ci, tout ça, parce qu'on était 1 milliard d'habitants. Mais avec 8 milliards d'habitants, le bois, c'est le cas de le dire, ça ne va pas faire long feu. Vous voyez ? Ça va être terrible. Et donc, voilà ces problèmes-là qui devraient être
pris en considération par nos dirigeants, qui devraient être abordés par les journalistes, ne le sont pas. Et tous ces chiffres que je vous ai donnés, ce sont des chiffres réels. Alors, il peut y avoir éventuellement une erreur, mais moi j'ai travaillé sérieusement et je vous donne ça parce que, en ce qui me concerne, vous savez que je ne fais pas de politique, je ne suis pas engagé dans un parti ou dans un autre, je veux simplement attirer l'attention sur des choses qui sont actuellement dissimulées et tout ça, ce sont des bombes à retardement. Donc, M. Chevrier, si on suit votre raisonnement et votre analyse, vous êtes en train de nous expliquer que dans moins de 50 ans, en fait, on va faire un retour en arrière. Est-ce que alors je parle peut-être de la population plus occidentale, européenne, etc., est prête, enfin n'aura certainement pas le choix si on suit votre raisonnement, mais à accepter ce retour en arrière, ce qui veut dire que tout ce tourisme de masse qui a été développé, tout ce confort, etc., les gens vont devoir abandonner et revenir à un mode de vie qui existait il y a 60 ans, ou même moins, oui. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Vous pensez que la population va être prête à... Oui, alors effectivement, vous abordez le problème, mais de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous n'aurons pas le choix. C'est-à-dire que les personnes qui vivront dans 30 ans seront confrontées à ces questions. Il n'y aura pas de possibilité de dire bah non, moi je veux pas, moi je vais manifester. Ce sera la réalité quand il y aura plus, si vous voulez. Alors bien sûr que il va y avoir des mouvements de foule vers des protestations, mais quand il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de pétrole. On peut pas dire. Alors il y a quelque chose. Je voudrais donner une petite note, si vous voulez, d'optimisme à cette situation qui, pour moi, est inéluctable. On n'y coupera pas, que ce soit dans 35 ans ou dans 50 ans, on va aboutir très rapidement à la fin du pétrole. Plus de pétrole, c'est plus de livraison de camions, c'est plus de bateaux à moteur, etc. Donc il y aura quand même des livraisons en bateau à voile. Ça se faisait avant. Mais évidemment, on ne pourra pas envoyer des bananes qui partiront de la Guadeloupe pour arriver en France quand elles arriveront un mois plus tard, parce que là, c'est pas possible. Mais il y a, moi, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. Il y a des gens qui vivent en plein milieu des États-Unis, comme on vivait en 1780. Et ça, c'est extraordinaire. Ces gens-là ont refusé le progrès technique, le progrès technologique, et ils vivent avec le matériel qui existait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils travaillent leurs champs avec des chevaux, ils se déplacent en calèche, il n'y a pas un seul moteur électrique dans leur maison, il n'y a pas d'éclairage à l'électricité, et ces personnes-là font même l'objet d'une curiosité touristique, puisqu'on va les voir, ce sont les Amish. Et les Amish, ce n'est pas une petite tribu, si vous voulez, d'Indiens. Non, non, ce sont des gens qui ont immigré depuis l'Alsace et la Suisse dans les années 1760 et qui ont recréé une communauté à côté de Pittsburgh et de toute cette région en Pennsylvanie. Et aujourd'hui, ils sont 60 000. 60 000 où il n'y a pas de fer à repasser électrique, il n'y a pas de moteur électrique, et ces gens-là vivent très bien. Et ils ont un mode de vie sain. Alors bien sûr, on a un vêtement pour toute l'année. Les femmes ne se maquillent pas, il n'y a pas de coiffeur, etc. Mais ils ont des enfants, ils vivent et ils se nourrissent très bien. Vous voyez. Donc, je crois qu'il faudra observer comment ces gens se sont organisés et ça nous servira peut-être d'exemple. Alors, bien sûr, le gros problème va être toute cette population qui vit actuellement dans les grandes agglomérations, dans les villes qui sont autour de Lyon, autour de Paris, tout ça, parce que là, il va falloir organiser le retour à la campagne et le retour avec des petites parcelles où chacun peut cultiver, vous voyez. Mais ça va être un véritable défi. Or, ça, personne n'en parle. Il n'y a pas de débat là-dessus, vous voyez. Donc en effet, je pense que ça va être un changement radical, mais il y a de tels enjeux économiques et financiers
ça veut dire bouleverser complètement toute l'organisation et mettre en péril pas mal d'entreprises et revoir tout ce qui est activité économique. On n'aura pas le choix à un moment de réduire et de revenir peut-être effectivement, comme vous le dites, à des essentiels. Avec certainement le gros problème, comme vous dites, c'est toute cette population qui habite dans les villes, qui va arriver dans les campagnes. Et la question que je me pose, y aura-t-il assez dans nos campagnes? Aujourd'hui, nous sommes privilégiés, mais si toute la population des villes arrive en campagne, ça va poser un réel problème. Alors, tout le problème, c'est la surpopulation, parce que vivre comme on vivait en 1750 ou en 1800, ça serait possible, mais c'est possible à 1 milliard d'habitants. Mais à 8 milliards, je ne sais pas comment on va s'organiser. Donc la solution, ce serait bien entendu, la sagesse aurait été de limiter le nombre d'enfants par femme, mais ça depuis 50 ans. Mais maintenant, il n'est peut-être pas trop tard pour bien faire. Il faudrait qu'en priorité, il y ait des débats et que les dirigeants des différents pays prennent conscience qu'il faut limiter le nombre de naissances, parce que, si vous voulez, tout le monde va vous répondre naïvement, une bonne guerre et ça va faire du nettoyage. Non, pas du tout. Ça c'est une vue de l'esprit. Depuis le début du siècle, le monde n'a pas arrêté d'être en guerre. Mais tous les mois, nous sommes plusieurs dizaines de millions de plus. Oui, donc ça n'est pas. Il y a eu la guerre en Irak, il y a eu la guerre au Vietnam, il y a eu partout, il y a eu de la guerre. Là, il y a encore la guerre en Ukraine. Mais moi, je me souviens quand j'étais en Inde, à l'époque, c'était en 82. Il y avait dans ce pays, uniquement dans ce pays, chaque mois 2 500 000 personnes de plus chaque mois, plus de 30 millions par an. Donc les guerres, elles font 500 000, 1 million, 2 millions de morts. Mais non, la seule chose, la sagesse, c'est de limiter le nombre d'enfants par femme. Et ça va être le vrai défi, en fait. Il faut commencer maintenant pour que peut-être dans 60 ans, seuls les Chinois ont fait quelque chose dans ce sens-là, et ça leur a permis d'obtenir le redressement économique qu'ils ont réussi à obtenir maintenant. Donc, Monsieur Chevrier, je tenais à vous remercier de toutes ces informations et ces chiffres qui sont réellement éloquents et, je dirais même stupéfiants et cachés pendant des années, qui n'ont pas, effectivement, les médias ne nous communiquent absolument pas sur toutes ces données. Ça donne énormément, je pense, à réfléchir, et il serait bien et grand temps que toutes nos instances politiques du monde entier, en fait, réagissent de façon peut-être à éviter effectivement une catastrophe sur un plan mondial, au niveau de la population et des ressources. Donc merci beaucoup, et puis à une très prochaine fois.